crise politique que traverse le pays préoccupe plus d'un Guinéen. Après les violences enregistrées lundi et mardi 14 avril à Conakry, faisant un mort et blessé et des dégâts matériels importants. Dans une déclaration de l'opposition républicaine annonçant ce lundi 20 avril 2015 comme deuxième sortie de l'opposition, voilà ce qu'en pense ce citoyen. Si l'opposition et les partis pouvoirs n'ont qu'à se donner la main pour partir à la dialogue, pour que le pays puisse aller en avant. Mais à chaque fois, les manifestations, il y a des dégâts, il n'y a pas de travail. Le Guinéen souffre. Si on se met à pagailler chaque jour, ça ne va pas arranger le monde, ça ne va pas arranger la Guinée, sauf gâter le nom du pays. Ça ne va pas les arranger, ça ne va pas nous arranger. Ce jeune étalagiste qui se débrouille dans le grand marché de Madina se dit fatigué de ces manifestations interminables. Je vois la situation du pays là, ça ne va pas. Si chaque fois la grève là, tous les temps les grèves là, ça ne nous arrange pas parce que nous la jeunesse on souffre. Si on sort, on se débrouille pour gagner. Moi, comme tu me vois à l'heure actuelle, moi je suis marié, j'ai 2 enfants. J'ai mes 30 ans. Si on continue comme ça à faire des situations de bagarres comme ça, on ne peut même en sortir. Cette dame dépourvue d'espoir lance son cri de cœur. Ah, il est là, oui. Wallahi. Alors, il y a des gens qui ont hando brika. Fa benyina matima. C'est mon yama magata to videri. C'est ma qui. Wa fala mangebe arabe na be rakata le boro me gamu mali. Mo ba ko mo ba rabi. E ga le boro mi fam bo be few. Yimu fam bo be yimu fam. E ga kata be ga masara. Be ga masara ala be annabe. E bara me mo ba rabi mo ba to de gine mo ga mo walfe. C'est mona un véritable scénario entre le gouvernement et l'opposition guinéenne. D'une part, le gouvernement tient au chronogramme des élections présidentielles annoncées par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Et quant à l'opposition, refuse catégoriquement ce plan de cette institution. Alors, à quand les deux partis accepteront d'aller autour d'une table pour un dialogue franc, constructif, pour un avenir radieux de notre pays? Autre quartier, autre monde. C'est juste à côté de Bambeto, Taouya, où la vie est plus calme, mais avec des boutiques fermées, des routes beaucoup moins fréquentées. Au niveau de Concanseur, situation pareille, même si on apercevait quelques pick-up des forces de l'ordre à certains carrefours. Lorsque nous longions la voie autoroute sur l'axe Bessia-Bonfim, rien à signaler. Au moment où nous atteignions la Casse, puis Madina, la vie tournait à son quotidien avec quelques magasins également fermés. Dixine tournait également à la normale, même si la circulation était moins fluide que les autres jours. La deuxième semaine de grève de l'opposition a débuté ce lundi après un échec lors des négociations à la veille avec le gouvernement. Ce mouvement de grève fait suite au non-respect du chronogramme électoral communal et présidentiel de la CENI selon l'opposition. Et comme d'habitude, l'axe Amdalaï-Bambeto-Koza est toujours mouvementé à pareille situation. Tout est calme de la minière jusqu'au niveau du rond-point Amdalaï, magasins fermés, rue pratiquement déserte. Après le carrefour Concanseur, non loin du siège du RPG Arc-en-Ciel, une autre réalité s'offre à nous. Ce matin-là, l'axe Amdalaï-Bambeto était digne d'un intifada avec des mouvements de jets de pierre entre les forces de l'ordre et les manifestants.
Force est de reconnaître que les forces de l'ordre n'étaient équipées que par des armes conventionnelles. Des manifestants qui, pour certains, n'ont même pas l'âge de voter, s'adonnent à ces actes de barbarie et de criminels. Que peut-on dire de la responsabilité des leaders politiques de l'opposition, des parents et aussi du gouvernement? Lorsque nous quittions les lieux, on ne signalait aucune perte en vies humaines. L'ancien Premier ministre de la Guinée, Kabiné Komara, a été élu à la tête de la mission d'observation électorale de l'Union africaine au Togo. Ce haut-commissaire de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, connaît bien le Togo. Il avait assuré les mêmes fonctions lors des législatives de 2013. Les institutions africaines auront un rôle majeur à jouer afin d'assurer un scrutin transparent et apaisé lors de l'élection présidentielle du 25 avril prochain. Je dois dire que pour moi, c'est d'abord pour ma modeste personne une très grande marque de fierté, mais également pour mon pays, la Guinée, et le peuple de Guinée, auquel je dois tout, et qui se trouve ainsi honoré par cette désignation, parce que je ne suis pas le seul Guinéen. Mais c'est tout ce qui m'a frappé dans la lettre de Madame la présidente de l'Union africaine, c'est les raisons qu'elle a évoquées et qui me font rougir, disons, de fierté, quoi. Et je suis très reconnaissant à l'Union africaine. Et pas de l'Union africaine, mais vraiment, je m'engage à faire ce travail avec toute la rigueur nécessaire. D'après elle, elle a justifié ceci par le fait qu'à leur satisfaction, j'avais dirigé la mission sur les élections législatives, suivie par la suite par la mission que j'ai menée en Guinée-Bissau. Les autorités togolaises saluent également le travail des observateurs internationaux, notamment ceux de l'Union africaine. Le travail accompli par Kabiné Komara en 2013 a été reconnu par l'ensemble de la classe politique togolaise. En tout cas, c'est un homme de qualité. Je le connaissais déjà lorsqu'il était en fonction dans son pays, la Guinée. Les élections de 2013 se sont passées sans trop de dérapage. La mission qu'il avait conduite s'est bien comportée. Nous, classe politique ici, nous souhaitons que la même rigueur qui a prévalu lors de sa première expérience au Togo, que la même rigueur prévale au cours du scrutin du 25 avril 2015. À noter que 57 observateurs de l'Union africaine seront présents ce 25 avril au Togo pour superviser l'élection présidentielle. Un mois après, jour pour jour, pratiquement après les événements dramatiques qui ont frappé la Tunisie et au musée du Bardo, je voulais et je tenais vraiment, très sincèrement, à affirmer ma solidarité, la solidarité du gouvernement français pour le peuple tunisien, parce que ce qui a été frappé, au-delà des vies qui ont été fauchées lors de cet attentat, c'était aussi la culture, c'est aussi le patrimoine, précisément dans le lieu où est née la démocratie, il y a plusieurs millénaires. Nous sommes entre amis. Et évidemment, ça fait chaud au cœur que des amis viennent en Tunisie dans cette période difficile. Seraient 500 000, 1 million peut-être en Libye, à vouloir embarquer à tout prix, au risque de leur vie, sur ces embarcations d'infortune. Alors, qui sont ces réfugiés? Les voici, il y a quelques jours, dans ce centre de rétention libyen. Interceptés au départ, c'est rare, ils ne renoncent pas. Hommes, femmes, enfants, ils tenteront de repartir. Tout ce que je peux dire, c'est que dans mon pays, il n'y a aucun avenir. Et c'est pour ça que je veux aller en Europe. Ces réfugiés viennent pour la plupart de pays en proie au chaos. Nord-est du Nigeria, Somalie, dictature en Érythrée, guerre en Syrie. Leur point de convergence, la Libye, un État failli, disloqué depuis la chute du régime de Kadhafi en 2011, un pays où les milices font la loi et les passeurs de l'argent sur le dos des réfugiés. Il n'y a aucune politique menée par la Libye clairement pour gérer cette question de l'immigration. Du temps de Kadhafi, les choses étaient plus simples. Vous aviez un gouvernement central et Kadhafi monnayait cette coopération avec l'Europe en disant « je suis le rempart contre l'immigration, donc donnez-moi des moyens et moi je fais ce travail ». Alors aujourd'hui, l'Europe est-elle démunie face à cet afflux de réfugiés ? En 2013, un dispositif Mare Nostrum a permis le sauvetage de 150 000 personnes en une seule année. Facture 9 millions d'euros par mois, trop cher pour l'Italie, pas suffisamment aidée par le reste de l'Europe. Place à l'opération Triton, moins coûteuse, mais davantage axée sur la surveillance des frontières.
Aujourd'hui, face à cette situation, ce n'est pas de Triton dont nous avons besoin, c'est un renforcement de ce qui était Mare Nostrum, avec des financements et une participation européenne beaucoup plus grande qui permettent de répondre à cette situation d'urgence. Seule certitude, avec l'arrivée de l'été et la perspective de meilleures conditions climatiques, l'Europe risque d'être débordée. La jeunesse estudiantine africaine est l'une des plus mobiles de la planète. C'est le constat fait par les experts de l'éducation. Ils estiment qu'environ 6% de cette population étudie dans les universités étrangères. Un taux supérieur à la moyenne mondiale qui est de 2%. Ce choix, guidé par la recherche d'un meilleur cursus académique reconnu à l'international, est appuyé par de nombreuses structures spécialisées. C'est le cas de Enco Éducation à travers son concept sur la route des meilleures universités du monde. C'est important de privilégier la qualité de l'éducation sur la localisation de cette éducation. Je pense que de manière générale, si vraiment on se focalise sur l'objectif principal de l'éducation, qui est vraiment de former les gens à la vie et de leur offrir l'opportunité après de trouver un travail, c'est important d'aller vers les meilleures institutions. Alors ensuite, où sont les meilleures institutions? Si vous regardez au niveau des universités, d'après le classement de Shanghai, sur les 500 premières universités dans le monde, il n'y en a que 5 qui sont en Afrique. Si parents et étudiants approuvent le passage dans les plus prestigieuses universités du monde, c'est aussi pour que les connaissances acquises servent à développer l'Afrique. En tant que parent, étudier au Cameroun et ensuite aller à l'étranger, c'est la meilleure option. Parce qu'au Cameroun, c'est vrai, il y a des opportunités d'école, mais on a toujours l'impression que les promoteurs sont plus commerçants que éducateurs. C'est bien beau d'y aller fréquenter, mais j'aurais préféré que tous ceux qui y vont reviennent pour apporter ce plus-là dans le pays, dans son pays d'origine ou dans son continent, afin que nous puissions apporter le flambeau africain et camerounais. 300 000 étudiants subsahariens sont régulièrement inscrits dans les universités étrangères. Avec 22 297 pensionnaires, le Cameroun a le 3e plus gros contingent dans un classement dominé par le Nigeria, avec 50 000 étudiants. 16 milliards de francs CFA, c'est le montant alloué pour les sous-secteurs de l'hydraulique et de l'assainissement dans la région de Kaffrine au Sénégal. L'annonce a été faite par le président Macky Sall lors du dernier conseil ministériel décentralisé du mois d'avril. Cette action du gouvernement s'inscrit dans le cadre du programme d'investissement public. Le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement est essentiel pour cette région à vocation agricole et pastorale. L'objectif de cet investissement entre dans le cadre de la relance agricole nationale qui vise l'autosuffisance alimentaire. Pour accompagner cette initiative, le programme d'urgence de développement communautaire, estimé à 14 milliards 795 millions de francs CFA, a été annoncé dans cette région de 136 villages. La Kaffrine fait partie de ce qu'on appelait à l'époque le bassin arachidier. C'était la grande région de Kaolack. Et aujourd'hui, Kaffrine a les 2/3. Donc, elle doit pouvoir être en mesure aujourd'hui de permettre d'atteindre les objectifs qu'on s'est donnés dans le PRACA, c'est-à-dire le programme d'accélération de l'autosuffisance alimentaire. Et de ce programme aussi, vous avez les fermes Natangué qui ont été mises sur place dans cette zone-là. On va pouvoir bénéficier de ce programme des fermes Natangué, c'est-à-dire que l'État aide à 50% à des jeunes qui veulent s'installer dans le domaine agricole. La région de Kaffrine fait partie des 5 plus grandes régions du Sénégal avec une superficie de 11 492 km². Érigée en région en mars 2008, Kaffrine est dotée d'une grande capacité agricole et pastorale. L'arachide, première production agricole du Sénégal, dépasse la barre de 700 000 tonnes par an. Mais les efforts du gouvernement concernent l'ensemble des secteurs de la vie quotidienne. Plus de 5 milliards de francs CFA pour l'éducation et la formation, 13 milliards de francs CFA pour la santé, 3,5 milliards de francs CFA pour le sport et 447 millions de francs CFA consacrés à la promotion des activités menées par les femmes. Ces mesures qui s'inscrivent dans le cadre de la stratégie nationale de développement économique et social pour la période 2013-2017 sont au centre de la politique du plan d'action prioritaire de l'émergence du Sénégal. Devant la banque de Kaboul, des lambeaux de chair, des mares de sang. Cet homme tente d'éloigner un enfant de la scène d'horreur. Eux aussi sont grièvement blessés. Les gens retiraient leur salaire à la banque quand il y a eu une explosion. J'ai vu beaucoup de morts. Les ambulances ont mis du temps à arriver. Plusieurs personnes ont succombé à leurs blessures. Des ambulances bondées et un hôpital débordé. Ce samedi, les fonctionnaires militaires faisaient la queue pour récupérer leur salaire à la banque. L'attentat a donc fait
un maximum de victimes. J'arrive tout juste de Kaboul. Quand je suis sorti de la voiture, j'ai entendu une explosion, puis une autre. Une seconde bombe a été découverte dans les environs, mais la police l'a fait exploser avant qu'elle ne puisse faire d'autres victimes. L'attaque a été condamnée par les talibans, mais elle est revendiquée par des djihadistes qui ont fait allégeance au groupe État islamique. Alors que la saison des combats reprend en Afghanistan et que la mission de l'OTAN doit bientôt prendre fin, les forces afghanes sont désormais en première ligne face au terrorisme. Épuisés et frigorifiés, ces enfants viennent de poser le pied sur les rives de Lesbos après un voyage long et périlleux. Beaucoup fuient la guerre, ils viennent principalement de Syrie et d'Afghanistan. C'est ma prière à ce pays et aux autres pays européens. Il faut qu'ils nous donnent la chance de recommencer notre vie. Pour ce nouveau départ, le prix est très élevé car la vie des migrants est entre les mains des passeurs. Récemment, plusieurs embarcations ont coulé en Méditerranée et avec elles, leurs passagers. Ils tombent dans le piège des trafiquants qui leur promettent de grands navires sûrs. C'est pour ça qu'ils payent le voyage très cher. Et quand l'heure du départ arrive, ils leur disent que la météo est mauvaise ou alors qu'il y a un problème avec le bateau. Le printemps amène souvent de nouvelles vagues de migrants sur les côtes européennes, mais cette année, la Grèce a vu leur nombre tripler. Il serait près de 10 000 candidats à une nouvelle vie. En Grèce, le nouveau gouvernement de gauche a également révisé sa politique d'immigration. Syriza voudrait remplacer les centres de détention de migrants par des centres d'accueil ouverts. Athènes demande à l'Union européenne de l'aider pour faire face à ces flux. Si les traversées continuent à ce rythme, la Grèce pourrait accueillir jusqu'à 100 000 migrants en 2015. L'armée iranienne en pleine démonstration sous l'œil d'Hassan Rouhani. Comme chaque 18 avril, à l'occasion du jour des forces armées, elle défile dans la capitale du pays. La célébration intervient cette année dans un contexte de vive tension entre Téhéran et Riyad au sujet du conflit au Yémen. S'adressant en direct à la télévision nationale, le président iranien n'a pas manqué de tacler son rival régional. Vous avez semé la haine dans le cœur des gens de cette région et vous en verrez les conséquences tôt ou tard. À quoi sert de bombarder les innocents et les opprimés du Yémen? Quel est votre objectif? Vendredi, l'Iran a présenté un plan de paix en 4 points aux Nations Unies. De son côté, l'Arabie Saoudite mène depuis 3 semaines des raids aériens au nom de la coalition arabe. Son objectif, tenter de contrôler l'avancée des rebelles chiites houthis qui contrôlent déjà des pans entiers du territoire yéménite. Sur le terrain, la situation humanitaire ne cesse de se détériorer. Désormais, ils sont plus de 7 millions à subir de plein fouet les conséquences de la guerre. L'ONU a donc demandé un plan d'urgence de près de 250 millions d'euros pour venir en aide aux populations civiles. Une somme que Riyad s'est engagé à prendre entièrement à sa charge. Ils sont arrivés tôt ce matin au port de Pozzallo en Sicile. Beaucoup de femmes et d'enfants, au total 98 migrants tous sains et saufs venus de Syrie via la Turquie. Alors que les migrants continuent d'affluer de toutes parts, les recherches se sont poursuivies en Méditerranée dans l'espoir de retrouver des survivants après le naufrage du chalutier survenu dans la nuit de samedi à dimanche dans les eaux libyennes. Le bilan officiel établi dimanche soir par les gardes-côtes italiens s'élevait à 24 morts et 28 rescapés, mais il est sans doute beaucoup plus lourd avec au moins 700 disparus. L'un des 28 rescapés conduit à l'hôpital de Katane, originaire du Bangladesh, affirme que les trafiquants avaient enfermé une grande partie des migrants dans la cale. Il a raconté qu'ils étaient vraiment très nombreux à bord et qu'il y avait beaucoup d'enfants. Cela confirme la terrible nouvelle. Depuis le début de l'année, le nombre de migrants ne cesse de croître, plus de 11 000 personnes récupérées pour la seule semaine dernière.